merci pour tous les cadeaux que vous m'avez faits avec les commentaires que j'ai reçus, que je reçois depuis que j'ai mis en place toutes ces histoires et particulièrement la semaine passée, on a commencé avec cette première partie de l'histoire de Noé et vraiment merci, ça me touche du fond du cœur d'avoir des petits mots, des petits commentaires, donc waouh, juste waouh. Alors, avant de vous laisser entrer dans ce deuxième épisode, avant qu'on y aille, qu'on retrouve Noé, la suite, la deuxième moitié de cette histoire, j'aimerais vous dire quelques mots. Parce que ce que vous allez entendre ici fait bien sûr écho à ce qui a été vécu dans le premier chapitre. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande vraiment de commencer par là. C'est le point d'ancrage de tout ce qui va suivre. Dans cette deuxième partie, on va quitter l'enfance pour retrouver l'adulte que les premières fissures ont façonné. On entre dans cette période de vie où, de l'extérieur, tout semble briller, une carrière réussie, des applaudissements, des scènes, des images qui font rêver, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose continue de vaciller. Cette deuxième partie, parle de ce décalage que beaucoup vivent sans jamais oser le dire. Celui entre ce qu'on montre et ce qu'on ressent, entre ce que les autres admirent et ce que nos nuits racontent, entre la vie que tout le monde voudrait avoir et la fatigue profonde qu'elle dissimule. On y explore la solitude qui peut se cacher au cœur même de la réussite, cette impression de marcher vite, de faire beaucoup, et de ne plus très bien savoir pour qui ni pourquoi. On y touche aussi cette fatigue intérieure qui grignote en silence, à ces soirs où l'on se demande comment continuer, à ces pensées comptées parce qu'elles semblent incompatibles avec l'image que les autres ont de nous. Et puis, quelque part au milieu de cette fragilité, il y a un souffle, une rencontre, un miroir inattendu qui vient rappeler que même quand on pense être au bout, la vie peut encore ouvrir un passage. Et ce deuxième épisode parle exactement de ça, du fait qu'on peut être applaudi et pourtant se sentir terriblement seul, qu'on peut être admiré et pourtant avoir besoin d'aide, qu'on peut être adulte et avoir encore à apprendre comment rester en vie pour soi et pas seulement pour les autres. Alors avant d'ouvrir ce nouveau chapitre, prenez un instant, laissez la place à la fois à votre sensibilité et à votre force. Vous êtes prêts ? Allez, alors on peut reprendre le fil. La lumière revient d'un coup. Même théâtre, même soir de Noël, même cercle de lumière au milieu de la scène. Sauf que, cette fois, je ne suis plus assis au bord du plateau, à te raconter le gamin que j'étais. Je suis dans une loge, derrière, de l'autre côté du décor. La loge sent le démaquillant bon marché. Devant moi, un miroir entouré d'ampoules blanches. Dans le miroir, un homme de 28 ans que j'ai du mal à reconnaître. Les gens l'appellent Noé, l'artiste. On met son visage sur des affiches, sur des pochettes, dans des stories. On dit qu'il a percé. Je regarde ce reflet comme on regarde quelqu'un qu'on croise souvent sans vraiment le connaître. Cheveux ramenés en arrière, cernes bien cachées, corps affûté par des années de cours, de répétitions, de scènes. Sur la tablette, un programme plié en deux. Spectacle de Noël, invité exceptionnel, Noé. Je passe le doigt sur mon nom. Ça paraît toujours plus simple, imprimé sur du papier. On frappe à la porte. « On ouvre dans 30 minutes !» m'annonce quelqu'un dans le couloir. « Tout va bien pour toi ?»« Oui !» je réponds sans réfléchir. C'est la phrase automatique, celle qu'on donne au monde. Le silence revient. Je m'appuie au dossier de la chaise. Les ampoules autour du miroir me découpent un peu trop net, comme si on avait augmenté la luminosité sur une photo. Tout à l'heure, sur scène, je t'ai parlé du gamin qui déborde, de la cuisine, du grenier,
du théâtre municipal, du soir où on a coupé la musique au milieu de ma choré et où quelque chose s'est cassé à l'intérieur. Cette moitié-là de l'histoire, tu la connais maintenant. L'autre moitié, c'est ce que tout le monde croit voir quand on lit ce programme. Un type qui a suivi sa voie, qui a quitté sa ville, qui a appris à danser, à chanter, à tenir une scène. Un type qui vit exactement ce qu'il rêvait de vivre. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité. Je prends mon téléphone sur la table. L'écran est noir. Je le déverrouille par réflexe. Réseaux sociaux. Photos de répétition. Extraits de concerts. Commentaires. Tu as une vie de rêve. Profite, c'est incroyable ce qui t'arrive. Je t'admire, j'aimerais tellement être à ta place. Je souris à moitié. Si tu savais. Je repose le téléphone face contre la table, comme si je tirais le rideau sur un public trop envahissant. La loge se remet à trembler légèrement sous les pas des techniciens qui courent dans le couloir. Au-dessus de moi, j'entends un projecteur qu'on ajuste, un éclat de rire nerveux, une consigne qu'on répète. Je ferme les yeux. Tu sais comment ça commence, l'autre partie de ma vie? Elle commence un soir anodin, loin d'ici, dans une chambre d'hôtel où rien n'a de goût. Quelques mois avant ce Noël-là. On est en mars, quelque part entre deux capitales européennes, je ne sais plus exactement laquelle. À force, les villes finissent par se ressembler. Une gare, une salle, un hôtel, un plateau repas. Je viens de terminer un show. La salle était pleine. On m'a applaudi très fort. On m'a demandé une photo, un autographe, un mot. Sur scène, tout allait bien. C'est après que ça se complique. Je referme la porte de la chambre. Le silence me saute au visage. Les murs sont beige clair. La moquette a connu des années de valises. La télé propose des chaînes que je ne regarderai pas. Sur le bureau, une bouteille d'eau à moitié entamée. Un plateau avec un sandwich emballé dans du plastique. Je pose mon sac. Je me laisse tomber sur le lit. Les draps froissés sentent le produit désinfectant. Pendant quelques secondes, je reste là, les yeux ouverts, sur le plafond. Je revois la scène de tout à l'heure, la lumière, les visages levés vers moi, le son de la musique qui résonne dans mon corps, cette montée d'adrénaline qui me fait oublier tout le reste. Et puis, plus rien. Le contraste est brutal, toujours. Je me redresse. J'enlève mes chaussures. Je traîne jusqu'à la petite salle de bain. Dans le miroir, je retrouve cette version de moi que je n'aime pas beaucoup. Celle qui a des traces de maquillage sous les yeux, les épaules tombantes, la nuque fatiguée. Je passe de l'eau sur mon visage. Ça ne change pas grand-chose. Je retourne m'asseoir sur le lit. Je regarde le sandwich, puis je l'ignore, l'estomac trop serré. Je prends mon téléphone. Encore. Message non lu. Notification. Bravo pour ce soir. Tu étais incroyable. On remet ça quand? Je tape 2, 3 réponses, des merci, des cœurs, des smileys. C'est ce qu'on attend. Et puis je tombe sur la story que quelqu'un a postée. Un extrait de moi, en plein milieu d'un solo, le visage transpirant, le corps en apesanteur. Les jantes, il vit son rêve. Je ne sais pas pourquoi cette phrase-là précisément me fait mal. Je connais la case dans laquelle on me range. Tu sais, le garçon qui est parti de sa petite ville, qui a tout donné, qui a travaillé dur et qui maintenant récolte les fruits. On me répète souvent que c'est magnifique d'avoir une vie comme la tienne. Quand on me dit ça, je réponds que oui. Je sais, j'ai de la chance. Mais seul, dans ces chambres impersonnelles, je me surprends à penser que ma vie ressemble parfois à une sorte de couloir sans fenêtre. Tu marches, tu marches, tu marches et tout le monde te regarde par-dessus la rambarde en disant « Wow, quelle avancée !» sans voir que toi, tu ne sais plus très bien pourquoi tu avances.
Je lâche le téléphone sur le matelas. Il rebondit un peu, se tait. Mes mains tremblent légèrement. La tension redescend, trop vite. Je me lève, je fais les 100 pas dans la chambre. Mon corps n'a pas compris que le spectacle est terminé. Il a encore besoin de bouger, de brûler, de sortir tout ce qui n'a pas pu passer dans la Corée. Alors, je mets de la musique en sourdine. Je ferme les rideaux, j'écarte la table, je me fais un bout de scène entre le lit et le mur. C'est ridicule, vu de l'extérieur. Un gars en chaussettes, dans une chambre d'hôtel, qui recommence à danser après être déjà monté sur scène devant des centaines de personnes. Mais pour moi, c'est vital. À un moment, je m'arrête. Je suis en sueur, essoufflé, seul. Une phrase traverse ma tête sans prévenir. Je suis en train de me perdre. Je ne parle pas de carrière. Les dates s'enchaînent, les contrats tombent, tout va comme il faut. Je parle d'autre chose. Je m'assieds par terre, le dos contre le mur. Je prends ma tête entre mes mains. Je me dis que si je disparais, là, maintenant, personne ne comprendrait. On dirait que c'est incompréhensible, il avait tout pour être heureux. On ferait des montages de mes vidéos en disant que j'étais lumineux. Mais moi, je sais. Je sais les soirées comme celle-ci. Les tourbillons de pensée, les questions qui n'ont pas de place dans les interviews. Je me surprends à chuchoter dans le vide, je ne sais plus quoi faire de ce qui se passe là-dedans. Et là-dedans, c'est ma tête. Je ne vais pas dramatiser ce moment. Ce n'est pas une scène de film. Il n'y a pas de musique triste en fond, pas de gestes irréparables. Juste cette envie de tout mettre sur pause, de sortir du jeu, d'arrêter de courir pour un instant sans savoir comment faire. Je reste longtemps assis par terre. Quand enfin je me relève, je prends une douche brûlante, je mets un t-shirt propre, j'ouvre le mini-bar, je me sers un verre, puis un deuxième. C'est à ce moment-là, alors que je suis à moitié allongé sur le lit, que mon téléphone vibre. Une notification mail. Je prends l'appareil vaguement agacé. Je m'attends à une newsletter ou à une confirmation de billet de train. Sur l'écran, je lis l'objet. Proposition. Spectacle de Noël, ville de... Le nom de ma ville natale s'affiche. Bien net, comme un rappel à l'ordre. Je reste un moment à fixer ces mots. Mon cœur rate un battement. Je n'ai pas remis les pieds là-bas depuis longtemps. Je me suis en fait arrangé pour que mes tournées tournent autour, sans jamais s'y arrêter, vraiment. Je clique. Le message s'ouvre. Bonjour Noé. Nous organisons cette année un grand spectacle de Noël au théâtre municipal. Je sens déjà quelque chose se remuer au fond de moi. Un mélange de curiosité, de panique, de souvenirs qui se réveillent. Je continue de lire. Nous serions très honorés de t'y accueillir comme invité principal. Je m'arrête à invité principal. Je revois la salle, les sièges rouges, le rideau, la lumière. Je revois le gamin au faux micro en plastique. Je revois le solo coupé en plein milieu. Je revois le grenier, les larmes, la promesse silencieuse. Un jour, je partirai d'ici. Et voilà que ce « ici » m'envoie un mail pour me dire « reviens ». Je me mets à rire. Un rire sans joie, un peu nerveux. Bien sûr, je murmure. Évidemment que c'est là-bas. Je pose le téléphone à côté de moi. Je m'allonge sur le dos. Je regarde le plafond blanc de la chambre d'hôtel. Je sais déjà que ce message ne va pas me lâcher. Quoi que je fasse, il va rester planté quelque part dans un coin de ma tête. Ce soir-là, je ne réponds pas. Je referme juste les yeux. Je ne le sais pas encore, mais ce mail, reçu dans une chambre impersonnelle après un show réussi, est en train de tracer la route vers ce théâtre où je me tiens maintenant. Retour au présent. Je rouvre les yeux.
face au miroir de la loge. Dehors, dans la salle, les gens sont en train d'arriver. On installe les manteaux sur le dossier des sièges. On échange des bonsoirs. On sort les téléphones pour prendre des photos du sapin de l'entrée. Ici, dans ce rectangle de lumière, je tiens ce téléphone qui a changé le cours de ma trajectoire. Entre le moment où je l'ai reçu et ce soir, il s'est passé beaucoup de choses. Des hésitations, des refus, des oui arrachés, des nuits blanches. On en parlera. Pour l'instant, je respire un bon coup. Je regarde une dernière fois mon reflet. Alors, on y va ? Je ne sais pas si je parle à moi, à toi, ou à ce gamin de la photo dans le couloir. Mais je sais une chose. Si je suis revenu ici, un soir de Noël, ce n'est pas seulement pour offrir un joli spectacle. C'est pour comprendre si cette vie que tout le monde trouve tellement enviable peut encore me donner envie de rester dedans. La suite, c'est là que ça commence. Je pourrais te dire que tout s'est joué le jour où j'ai reçu ce mail pour revenir ici. Ce serait plus simple. Une cause, une conséquence, une belle ligne droite en fait. Mais en vrai, ça commence bien avant. Ça commence le jour où je débarque dans la grande ville avec 2 valises, un sac à dos et cette certitude naïve, si je danse assez fort, tout rentrera dans l'ordre. Les premières années, j'ai l'impression d'avoir gagné au jeu de la vie. Je vis dans un studio minuscule, au 6e, sans ascenseur. La fenêtre donne sur une cour intérieure où on voit à peine le ciel, mais moi, je vois surtout les salles de répétition à côté. Le conservatoire 2 rues plus loin. Les affiches collées sur les murs pour des spectacles que je vais voir avec des yeux d'enfant. Le matin, je m'échauffe dans un couloir qui sent la résine, le prof met une musique et d'un coup le monde extérieur s'efface. On ne parle plus de bulletins, de cases, de bon sens. On parle de lignes, de respiration, de présence. À la fin du premier trimestre, un professeur me dit « Tu n'es pas le plus propre, techniquement, mais tu es impossible à ignorer quand tu entres dans une salle. » Alors je ne sais pas si c'est un compliment, mais je le prends comme tel. Je travaille comme un fou, parce que pour la première fois, je sens que chaque heure passée à suer dans un studio me rapproche de quelque chose qui ressemble vraiment à moi. Je découvre des chorégraphes, des metteurs en scène, des gens qui mélangent les arts comme on mélange des couleurs sur une palette. J'apprends à chanter sans me casser la voix, à dire un texte sans m'excuser, à occuper l'espace sans m'excuser non plus. Je rentre le soir dans mon studio avec des courbatures partout, le cerveau en feu, et ce sentiment d'être à ma place, au bon endroit. Je me dis souvent, « Ah, si le Noé de 11 ans pouvait me voir, là, maintenant, je crois qu'il en pleurerait de joie. » Les années passent vite, trop vite. Un jour, quelqu'un me propose une audition pour un spectacle. Je me dis que je n'ai aucune chance, mais j'y vais. Quelques semaines plus tard, on m'appelle, « On te prend. » Je demande si c'est une blague, on me dit que non, que les répétitions commencent dans 1 mois. C'est mon premier contrat payé pour de vrai. Un vrai cachet, des vraies dates, un vrai public. La première, je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis dans les coulisses, le cœur qui tape à s'en fissurer les côtes. Le régisseur lève la main, la musique démarre, je cours prendre ma place, la lumière m'avale, le plateau s'ouvre, et pendant 1h30, j'oublie tout. Le passé, les bulletins, la cour de récréation, la coupure de musique au théâtre. Il n'y a plus que ça, le souffle des autres, le mien, les gestes et les regards qui répondent dans le noir. À la fin, on salue, les gens se lèvent. Ils applaudissent plus longtemps que ce que j'ai connu jusque-là. Dans la loge, après, quelqu'un lance du champagne en l'air.
On rit, on se prend dans les bras, on se dit qu'on n'oubliera jamais ce soir-là. Je rentre chez moi à pied, la nuit est froide, je n'ai pas faim, je n'ai pas sommeil, je marche longtemps, juste pour prolonger cette sensation. J'ai fait ce que j'aime, devant des gens qui sont venus exprès pour ça. Les mois suivants, tout s'enchaîne. Un autre spectacle, puis un projet musical, puis des collaborations. On commence à m'inviter en mon nom. On écrit « Avec Noé » sur les affiches. Je signe un premier contrat où mon nom est au milieu d'autres noms. Puis un deuxième, où il est un peu plus grand. Puis un troisième, où il est tout seul en haut. Je deviens officiellement le gars qui danse et qui chante. On m'interviewe. On me demande des conseils. On me parle de mon parcours inspirant. C'est étrange, parce que pendant qu'on me demande comment j'ai fait pour croire en moi, je continue, en parallèle, à douter comme jamais. Mais ça, on ne le voit pas sur les photos. Les tournées commencent. Les trains tôt le matin. Les retours tard la nuit. Les valises qu'on fait et défait, toujours pareilles. Les coulisses qui se ressemblent, même quand les langues changent. Je me surprends parfois à compter les salles plutôt que les villes. Ce n'est plus Bruxelles, Paris, Lyon, Genève. C'est celle où le sol glissait, celle où la lumière était magnifique, celle où le catering était infect. Sur scène, j'ai l'impression d'appartenir à quelque chose de plus grand que moi. Dans le noir de la salle, les gens chantent les paroles, retiennent leur souffle, se lèvent à la fin. C'est puissant, c'est beau, c'est addictif. C'est après que ça se complique. Une fois le spectacle terminé, les applaudissements retombent d'un coup, comme une vague qui se retire. On range les costumes, on éteint les projecteurs, on décroche mon nom de l'affiche pour coller celui de quelqu'un d'autre. Je me retrouve dans des chambres d'hôtel qui ont toutes la même couleur. Je mange des plateaux tièdes en regardant les murs. Je réponds à des messages pleins de paillettes depuis des endroits qui n'en ont aucune. Et c'est là que le décalage se creuse. D'un côté, l'image, les stories, les extraits de concerts, les photos retouchées, les commentaires qui disent « Tu as de la chance, tu vis de ta passion, mais c'est fou! Ne change jamais, reste comme tu es !» Et de l'autre, la vie réelle, les réveils avec le dos en vrac, les repas sautés, les soi-disant amis qui ne restent que tant que la lumière est allumée, les relations qui ne tiennent pas, parce qu'on ne sait jamais très bien dans quelle ville on se réveillera le mois prochain. Je ne vais pas te jouer la carte du martyr. Il y a des moments magnifiques, des rencontres, des fous rires en tournée, des répétitions où on se regarde et où on se dit « Waouh, on a créé quelque chose qui n'existait pas hier ». Mais il y a aussi tous ces soirs où, une fois que tout le monde est rentré chez soi, tu restes seul avec toi-même et tu réalises que tu ne sais plus très bien comment on fait pour vivre une journée qui n'a pas de scène au bout. Je commence à avaler les jours comme on avale des cachets, pour tenir le rythme, tenir l'image, tenir le rôle. Je me surprends à rire de moins en moins, en dehors des répétitions. Je me surprends à dire oui à tout par réflexe, oui aux dates supplémentaires, oui aux interviews, oui aux collaborations, oui aux soirées où je n'ai plus la force d'être présent. Un soir, après un concert, quelqu'un me dit dans les coulisses « Ah, tu dois tellement être heureux !» Je réponds « Oui, bien sûr. » Parce que c'est ce qui est attendu. En réalité, j'ai juste envie de rentrer, de me mettre en boule sous une couette et de ne parler à personne pendant 3 jours. Parfois, je repense au grenier, à ce petit espace sous le toit, au-dessus de la maison de mes parents, où j'avais l'impression que le monde était trop petit pour moi, mais où je me sentais quand même en sécurité. C'est ironique. Je rêvais de partir pour pouvoir danser pour de vrai. Et me voilà des années plus tard à danser partout, tout le temps, en ayant parfois l'impression de ne plus savoir où est ma maison. Je commence à perdre des morceaux en route. Je rate des anniversaires, je rate des repas de famille, je rate des messages importants parce que je n'ai plus l'énergie d'ouvrir tous les mails qui s'accumulent. Un jour, ma grand-mère m'appelle.
On te voit partout, dit-elle. À la télé, sur Internet, sur les affiches. Tu sais que c'est dangereux pour une vieille dame d'avoir un petit-fils célèbre? Pourquoi? Parce que je risque d'oublier que tu es un humain avant d'être un spectacle. Sa phrase me fait rire. Elle me fait aussi un peu peur, parce qu'au fond, moi aussi, je commence à confondre. Noé, la personne, Noé, le personnage. Celui qui traverse les scènes, celui qui traverse les jours. Je bois un peu plus qu'avant. Pas au point de faire des histoires, non, juste assez pour adoucir les contours, pour brouiller les angles trop tranchants. Je dors mal. Je me réveille avec le cœur qui court déjà à toute allure, comme s'il avait commencé la journée sans moi. Parfois, entre deux dates, j'ai quelques jours off, des jours sans répétition, sans train, sans lumière. Oh, sur le papier, c'est le rêve. Dans la réalité, ce sont les jours que je redoute le plus. Je ne sais pas quoi en faire. Je regarde les autres vivre leur vie sur les réseaux, brunch, balade, soirée entre amis, moments en famille. Je regarde ma liste de contacts et je ne sais pas très bien qui appeler sans avoir l'impression de déranger. Alors, je me mets à la table, j'ouvre un carnet, j'écris. Des textes qui ne sont pas encore des chansons, des bribes de pensées, des notes adressées à quelqu'un sans savoir à qui. Souvent, ça commence par « Je ne sais pas qui le lira un jour, peut-être personne, mais il faut que ça sorte de ma tête. » Je me rends compte que j'ai passé des années à apprendre à occuper l'espace dehors et que je ne me suis presque jamais arrêté pour regarder ce qui se passe dedans. C'est à peu près à cette période-là que les premières vraies alarmes se déclenchent. Une répétition où mon corps lâche sans prévenir, en plein milieu d'une phrase. Une crise de larmes dans une loge. Une soirée où je bois plus que d'habitude pour dormir. Et où au lieu de dormir, je reste planté à la fenêtre à me demander comment on fait pour remettre du sens dans tout ça. Je commence à avoir peur de moi-même. Peur de ce que je serais capable de faire un soir si tout se superposait. La fatigue, la solitude, la pression, le besoin de silence. J'en parle à très peu de monde. Une personne, peut-être deux. Parce que j'ai peur qu'on me réponde. Mais enfin, tu exagères. Regarde ta vie. Alors je me tais. Je remets un costume. Je monte sur scène. Et là, d'un coup, tout va mieux. Et c'est ça le piège. Sur scène, je retrouve exactement ce que je cherchais à 11 ans, dans ma chambre, avec un Walkman sur les oreilles. Un endroit où tout ce que je suis a le droit d'exister. Je peux être intense, trop, sensible, bruyant, silencieux, fragile, puissant. Je peux tout mettre dans la musique, dans le mouvement, dans la voix. Pendant 1 heure et demie, je n'ai pas à expliquer, je n'ai pas à justifier, je n'ai pas à faire semblant d'être raisonnable. Je vis, vraiment. Quand le spectacle se termine, c'est là que le vide se remplit à nouveau. Je commence à comprendre ce qui cloche. Je ne sais plus comment vivre en dehors de ces parenthèses. Je me dis parfois que je suis comme ces maisons qu'on n'a jamais finies. La façade tient, mais à l'intérieur, les pièces ne sont pas toutes reliées. Un jour, au détour d'une tournée, quelqu'un me pose une question toute simple. « Et toi, Noé, qu'est-ce que tu fais pour toi en dehors de tout ça ?» Je reste silencieux, beaucoup trop longtemps. Je cherche une réponse qui ne soit pas liée à un projet, à une scène, à un public, et je ne trouve rien. Je souris. Pour éviter qu'on insiste, je change de sujet. Mais la question, elle, s'installe. Elle revient le soir, le matin, entre deux trains. Qu'est-ce que tu fais pour toi en dehors du boulot ? Je ne sais pas. C'est dans cet état-là, le rêve accompli sur le papier, et ce grand point d'interrogation à l'intérieur, qu'arrivent les nuits comme celles dont je t'ai parlé tout à l'heure. Les chambres d'hôtel, les murs beige clair, et ce fameux mail, un soir de mars, venu d'une petite ville qu'on croyait avoir laissée derrière soi. Une ligne dans une boîte mail, une invitation. Reviens à Noël, dans le théâtre de ton enfance.
Sur le moment, je le lis. Je le range dans un dossier. Je me dis que je verrai plus tard. En réalité, à partir de ce soir-là, il commence à travailler en sous-marin. Il reprend toutes les pièces de mon histoire une par une. Le grenier, la photo, la coupure de musique, le départ, la première, les hôtels, les carnets, les soirs de trop-plein. Et il les pose toutes au même endroit. Ici, sur cette scène, dans ce théâtre. Ce soir, je ne le sais pas encore complètement, mais c'est en disant oui à cette invitation-là que je vais découvrir la chose la plus étrange qu'il soit. On peut remplir des salles entières, faire pleurer des inconnus, faire danser des foules, et continuer à chercher désespérément comment se tenir debout rien que pour soi. C'est avec cette question-là, au bord des lèvres, que je suis revenu. Et c'est avec elle que je vais monter sur scène tout à l'heure. Mais avant ça, il y a une autre pièce du puzzle à poser. Une rencontre, un miroir vivant. Quelqu'un qui va me rappeler, brutalement, que je n'ai jamais été le seul à me sentir de trop dans ce monde qui va vite. La ville n'a pas changé. Ou alors si, bien sûr, mais pas là où je la regarde. Les mêmes pavés qui accrochent les roues des valises, les mêmes vitrines de boulangerie avec leurs cougnoux en rang, le même kiosque sur la place décoré de guirlandes qui clignotent un peu trop fort. C'est moi qui ne suis plus le même. Je marche derrière le régisseur qui parle logistique au téléphone, les mains dans les poches, la capuche remontée. On pourrait croire que je suis un gars de la technique, pas l'invité principal. Le théâtre apparaît au bout de la rue, massif, la façade crème, les colonnes, les affiches derrière les vitres. Mon visage est partout. Je m'arrête un instant devant la grande affiche collée sur la porte d'entrée. On m'a choisi une photo où j'ai l'air sûr de moi, en plein saut, le regard braqué vers le public. Je souris jaune. « On t'a bien mis en valeur, hein ?» lance le régisseur en suivant mon regard. « Ouais, on a déjà vu pire. » Je pousse la porte. On traverse le hall. Les guirlandes sont déjà allumées, prêtes pour ce soir. Une bande de bénévoles installe une table avec des programmes, des gobelets, du sirop. Personne ne lève la tête. On n'a pas encore attaché mon nom à ma silhouette. J'ai quelques minutes de répit. « Tu connais la route, non ?» me dit le régisseur. « Loge au fond à gauche, puis plateau pour la balance, on se retrouve là-bas. » J'hoche la tête. Bien sûr que je connais la route. Mon corps même la reconnaît avant moi. Je descends le couloir. Les murs sont tapissés de cadres. Affiches de pièces, photos de troupes, souvenirs de spectacles. Je ralentis en passant devant l'un d'eux. 3e rang, 2e en partant de la gauche. Un gamin maigre, cheveux en bataille, yeux plus grands que lui, un faux micro en plastique dans la main, le t-shirt rentré de travers dans le pantalon. Je m'arrête. Je m'entends dire tout bas « Salut toi ». Je ne reste pas longtemps. Je sens que si je m'attarde, je vais perdre pied. La répétition générale ressemble à toutes les répétitions générales du monde, avec sa part de chaos organisé. On teste les lumières, on ajuste les micros, on refait 3 fois la même entrée parce que le projecteur ne tombe jamais tout à fait au bon endroit. « On peut avoir un peu plus de chaleur en façade ?» demande le technicien. « Attention à ne pas lui cramer le visage !» répond l'autre. Je suis au milieu de ça, entre 2 danseurs, ensuite et basket, à moitié dans mon corps, à moitié dans ma tête. Les premières notes de la bande-son résonnent dans la salle vide. Je me mets en place. Mes muscles se souviennent avant mon cerveau. La chorégraphie démarre, les gestes s'enchaînent, le texte se cale, la voix suit. C'est étrange comme, malgré tout, ce moment reste un refuge. Sur scène, même ici, même dans ce théâtre chargé, je retrouve ce fil qui m'a tenu depuis l'enfance. Je ne pense plus à la loge,
à la nuit d'hôtel de Mars, aux mails, aux questions. Je suis là, tout entier. Coupe! La voix du metteur en scène claque comme un claquement de main. C'était bien ça. Allez, on la refait une fois et après on passe au tableau d'après. Je souffle. Plein de sueur, j'attrape une bouteille d'eau. C'est à ce moment-là que je le vois. Il est assis au fond de la salle, sur un siège isolé au milieu de la rangée. Une silhouette fine, capuche sur la tête, un sac à dos à ses pieds. Il ne devrait pas être là. La salle est normalement vide pendant les raccords. Je pense d'abord que c'est un technicien en pause, un bénévole, un gamin de la régie. Puis je remarque ses mains. Elles sont serrées autour d'un carnet, posé à plat sur ses genoux. Il ne regarde ni son téléphone, ni les lumières, ni le plafond. Il ne regarde que moi. Pas avec les yeux ronds du fan, avec ce regard précis de quelqu'un qui écoute parce qu'il joue sa peau. Je détourne les yeux. Je me dis que je me fais des idées. « On y retourne !» lance le metteur en scène. La musique repart. Je danse, je chante mon texte, je laisse mon corps occuper l'espace. À la fin, je jette un coup d'œil vers le fond de la salle. Il est toujours là et il applaudit. La générale se termine. On ajuste les derniers détails. « On fait une pause d'1 heure !» annonce le régisseur. « Costume, maquillage, repas léger, puis on se remet en place. » Je descends de scène par l'escalier côté cour. J'essuie la sueur sur ma nuque avec une serviette. Quand je ressors dans le hall pour aller prendre l'air 2 minutes, il est là. Plus de capuche. Juste un ado, 18 ou 20 ans peut-être. Je m'apprête à passer sans m'arrêter. Il s'avance. « Excuse !» Sa voix s'accroche sur le mot. Je m'immobilise. « Oui ?» Il rougit jusqu'aux oreilles, serre un peu plus son carnet contre lui. « Tu es Noé, hein ?» Je pourrais répondre par une blague, ça dépend des jours. Jouer au type détendu, mais je n'ai plus d'énergie pour ça. Oui, c'est moi. Il hoche la tête comme pour valider un truc intérieur. Je ne voulais pas déranger. Mon oncle fait la lumière, il m'a laissé entrer pendant la répétition. Je me tais, je reste au fond, promis. Il parle vite, comme s'il s'excusait d'être là. Tu ne déranges pas ? Je mens à moitié. Je ne suis pas dérangé par lui. Je suis dérangé par ce qu'il réveille. Il hésite. Je voulais juste te dire... Il s'interrompt, lève les yeux sur moi. Ce regard-là, je le connais. Je l'ai vu des centaines de fois dans le miroir, dans des chambres trop petites, dans des couloirs de conservatoire. Tu peux me le dire. Je l'encourage doucement. J'ai survécu à pire que des compliments. Un micro-sourire lui échappe. Ce n'est pas un compliment, murmure-t-il. Enfin si, un peu, mais pas que. Il ouvre son carnet. Les pages sont remplies de phrases, de dessins, de morceaux de texte. Certaines lignes sont barrées tellement fort qu'on ne voit plus ce qu'il y avait dessous. C'est avec ça que je tiens. C'est toi qui écris ? Quand ça ne va plus, oui. Je sens quelque chose se serrer dans ma poitrine. Et je lui demande « Et ce soir, ça va ?» Il hausse les épaules. On va dire que ça va mieux qu'il y a quelques mois. Il se tait un instant, puis lâche d'une traite. C'est con à dire, mais il y a des soirs où j'avais tellement l'impression que ce monde ne voulait pas de moi que je me demandais comment on faisait pour partir. Le mot reste en suspens. Je le laisse là, sans faire semblant de ne pas comprendre. Et puis, je suis tombé sur une de tes vidéos. Un live où tu parlais d'un truc, tu sais, quand tu disais parfois que tu ne savais pas quoi faire, de tout ce que tu ressentais, que tu avais l'impression que ça débordait. Je hoche la tête. Je m'en souviens. Une interview où j'avais dit un peu plus que d'habitude. Un soir de fatigue. Et quand j'ai vu comment tu dansais juste après, je me suis dit « Ok, lui, il a trouvé où mettre tout ça. » Il relève les yeux. Moi, je ne sais pas trop encore. Il tapote son carnet.
Du coup, j'écris. Mais parfois, j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Alors je venais juste te voir pour de vrai, pour vérifier que tu existes vraiment, que tu n'es pas juste un écran. Je reste silencieux. Je sens le théâtre autour de nous, le bruit de fond des préparatifs. Et ce gamin là devant moi, qui vient de résumer en quelques phrases 6 mois de ma propre vie. Je prends une inspiration. Comment tu t'appelles ? Élie. Élie. Je répète son prénom pour qu'il s'imprime quelque part. Tu sais, Élie, je cherche mes mots. Je pourrais lui servir la version officielle, dire que la vie est belle, qu'il faut tenir bon, que ça va passer. Mais je n'y crois pas assez pour que ça sonne juste. Alors, je dis autre chose. J'ai longtemps cru que le problème c'était moi, que j'étais trop tout, trop sensible, trop intense, trop compliqué. Je le vois acquiescer imperceptiblement. Et puis, un jour, j'ai compris que le problème ce n'était pas ce que je ressentais, c'était de vouloir faire rentrer tout ça dans des endroits trop étroits. Je désigne la scène derrière moi. Sur scène, là, j'ai de la place pour tout, même ce qui n'a pas de nom. Je pose la main sur mon torse, et quand il n'y a pas de scène, j'ai ça. Des carnets comme toi, des pages où je peux poser ce qui me ferait peur si ça restait dans ma tête. Un silence. Il me regarde avec cette attention qu'on accorde aux phrases dont on a besoin. Et ça suffit ? Demande-t-il doucement. De danser et d'écrire ? Bonne question. Suffire ? Je ne sais pas. Mais ça m'a sauvé plus d'une fois. Je pourrais m'arrêter là. Je pourrais poser une main sur son épaule, dire « Merci d'être venu » et filer à la loge. Au lieu de ça, je demande « Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un de ce que tu viens de me dire ?» Il grimace. « Oui, vaguement. À un psy scolaire, à ma mère. Ils me disent que c'est l'adolescence, que je dois relativiser. Alors j'écris. » Je serre les dents. Je connais trop bien cette réponse-là. Écoute, ce que tu ressens est sérieux, Élie. Pas dramatique au sens où tu serais un problème, mais sérieux. Tu as le droit d'avoir de l'aide, vraiment de l'aide, pas juste des « ça va passer ». Il fronce les sourcils. Tu crois ? Non, je ne le crois pas. Je le sais. Je marque une pause. Et en attendant, si tu peux continuer à écrire, fais-le. Même si ça te semble moche, répétitif, noir. Il vaut mieux que ce soit sur le papier que coincé à l'intérieur, crois-moi. Il acquiesce, un peu raide. Et ce soir, tu restes au spectacle ? Oui, mon oncle m'a gardé une place en haut, là-bas. Il désigne le balcon. Il m'a dit que c'était la meilleure vue. Je souris. C'est vrai, je m'en souviens. Je jette un coup d'œil à ma montre. Oh, le régisseur me cherche sûrement déjà. Élie, il relève la tête. Tu sais, tout à l'heure, quand tu applaudissais au fond de la salle pendant la répétition, il rougit. Désolé, c'était peut-être déplacé. Non. Je secoue la tête. C'est ce qui m'a empêché de fuir. Il cligne des yeux, surpris. Tu voulais fuir ? J'y ai pensé, oui. Je n'entre pas dans les détails, c'est pas le moment. Ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas juste un gamin qui vient voir un spectacle. Tu fais vraiment partie de l'histoire, ce soir. Il baisse les yeux vers son carnet. Je peux te laisser quelque chose ? Demande-t-il après un silence. Une phrase. Au cas où toi aussi un jour, tu oublierais pourquoi tu fais tout ça. Il arrache une page, écrit quelques mots à toute vitesse, puis me la tend, sans me laisser le temps de la lire.
Tu regarderas après, dit-il. Sinon, tu vas être en retard. Je prends le papier, je le plie, je le glisse dans la poche intérieure de ma veste. On se regarde une seconde de plus, puis il recule d'un pas. Merci d'exister, lâche-t-il dans un souffle. Je n'ai pas le temps de répondre. Il a déjà disparu dans l'escalier qui mène au balcon. Je reste quelques secondes seul dans le hall, avec cette phrase suspendue au-dessus de moi. Merci d'exister. Je ne me souviens pas de la dernière fois où quelqu'un m'a dit ça, comme ça, sans jeu de lumière, sans micro, sans public. Je retourne vers les coulisses. Les bruits de préparation me rattrapent. Dans ma poche, le papier délit brûle, doucement, contre ma poitrine. Je ne l'ai pas encore lu. Mais je sais déjà que, ce soir, au moment où la musique commencera et où la salle retiendra son souffle, quelque part là-haut, au balcon, il y aura un regard qui me connaît mieux que beaucoup de gens qui prononcent mon nom depuis des années. Et je sens, confusément, que ce que je vais oser devant lui ne sera pas exactement le spectacle qu'on a répété. Ce sera autre chose, plus dangereux, plus vrai. On frappe à la porte de la loge. 10 minutes, Noé. J'arrive. Dans le miroir, j'ai déjà le costume, le micro, le maquillage discret. Tout est en place, sauf ce qui compte vraiment. Je glisse la main dans la poche intérieure de ma veste. Le papier des lits est là, plié en 4, un peu froissé. Je le sors. Son écriture penche légèrement vers l'avant, comme quelqu'un qui court pour rattraper quelque chose. Si un soir, tu oublies pourquoi tu montes sur scène, pense à nous qui restons parce que tu y montes. Je relis 2 fois, 3 fois. Nous qui restons. Je ne sais pas pourquoi, mais ces 3 mots-là me percutent plus fort que tout le reste. Je n'avais jamais pensé les choses dans ce sens-là. Je me suis souvent demandé comment partir, très rarement comment rester. Je replie doucement le papier. Je le remets dans la poche, côté cœur. 5 minutes. Je me lève. Mes jambes sont un peu molles. Je fais quelques pas pour les réveiller. Dans le couloir, le bruit monte. Les bénévoles s'agitent. Les techniciens font les dernières vérifications. Les autres artistes chuchotent, rient, vérifient une dernière fois une réplique, un refrain. On m'attend au coin du rideau. On fait comme ce matin, hein, me souffle le metteur en scène. Et tu connais le chemin. Je hoche la tête. Je connais le chemin. Et c'est justement ça qui me fait peur. Je lui attrape le bras. Écoute, il me regarde, surpris. Je ne suis pas du genre à demander des changements à la dernière minute. Je vais dire quelque chose ce soir. Je vois ses yeux se plisser. Quoi ? Je ne sais pas encore exactement. Mais ce ne sera pas juste le texte du spectacle. J'ai besoin que ça sorte autrement. Il soupire. Regarde la salle derrière le rideau. Se frotte le front. Tu sais que c'est un spectacle de Noël, hein ? Les familles, les enfants, tout ça. Justement. Je le vois hésiter. Peser les risques, les mails de plainte possibles, c'était un peu lourd pour Noël, dans les sondages. Puis il me regarde vraiment. Tu vas rester toi-même ? Pour une fois, oui. Un coin de sa bouche se soulève à peine. Alors vas-y. Mais ne fais pas semblant. Les gens le sentiront. Je souris, nerveux. Marché conclu. Les lumières de la salle s'éteignent. Le brouhaha diminue. Le rideau frémit. La voix du régisseur annonce « Top départ !» Je suis derrière le rideau, côté court. Mon cœur bat comme s'il voulait sortir par la bouche.
La musique d'intro commence, le rideau s'ouvre, je fais les premiers pas prévus, ceux qu'on a répétés, ceux que mon corps connaît par cœur, applaudissements, quelques cris dans le public, je sens la vague monter vers moi. Pendant une bonne partie du spectacle, tout se passe comme prévu. Les tableaux s'enchaînent, les danseurs, les chansons, les rires. Je joue le jeu, je donne ce qu'on attend de moi. Je sens la joie dans la salle, réelle, simple. Je repère vite des visages. Mes parents, au milieu, figés dans cette attention intense qu'ils réservent aux situations importantes. Ma grand-mère, un peu de côté, qui sourit comme si elle connaissait tous les secrets des coulisses. Et là-haut, au balcon, à la place qu'il m'a désignée, une forme immobile. Élie. Je ne distingue pas ses traits, mais je sais que c'est lui. Le programme avance. Arrive le moment du solo, moment fort de la soirée, comme ils ont écrit. La musique annonce le passage. Les autres quittent la scène, me laissant seul dans le faisceau d'un projecteur. Je sens le théâtre se resserrer autour de moi. Un silence plus dense s'installe. Je devrais enchaîner. Je ne le fais pas. Je prends une inspiration. Au lieu de démarrer la chorégraphie, je reste immobile. « Bonsoir !» dis-je simplement. Ma voix résonne dans le micro, légèrement trop forte. On m'a demandé de venir faire un spectacle de Noël. Quelques rires discrets dans la salle. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Je désigne la scénographie, les guirlandes, la lumière chaude. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais vraiment raconté ici. Et ce soir, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus envie de tricher. Je laisse la phrase flotter. Je sens le metteur en scène en coulisses se tendre. Le public, lui, ne sait pas encore où on va. Il se tait. Dans ce théâtre, il y a des années, on a coupé la musique au milieu d'un solo. Un murmure parcourt la salle. Certains s'en souviennent peut-être. Un adolescent maladroit, un texte un peu étrange, une choré interrompue. Ils ont arrêté la bande-son, soi-disant par erreur. Mais moi, j'ai cru que le monde allait s'effondrer. Je souris doucement. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en me disant que je n'étais pas fait pour ce monde-là. Celui où il faut faire comme il faut, où il ne faut pas déranger. Je marque un temps. Pourtant, j'ai continué. Et vous connaissez la suite. J'ai quitté cette ville, j'ai appris à danser, à chanter. De l'extérieur, là, ça ressemble à un rêve. Et ça l'est, par moments. Je ferme les yeux une seconde. Le temps de rassembler les mots. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe quand la musique s'arrête, quand les lumières s'éteignent, quand on se retrouve seul dans une chambre d'hôtel, dans une cuisine, dans un grenier, à ne plus savoir où mettre tout ce qu'on ressent. Un silence épais tombe. On pourrait presque entendre les respirations. Je veux vous dire quelque chose que j'aurais aimé entendre à 14 ans, et aussi il y a quelques mois, dans une chambre beige loin d'ici. Je relève la tête. On peut avoir l'air d'avoir réussi. On peut faire ce qu'on aime. On peut être applaudi. Et quand même se sentir, parfois, complètement perdu, complètement épuisé, complètement au bord. Je choisis le mot avec soin. Je ne descends pas plus bas. Je reste là, sur la ligne. Alors si c'est ton cas, si dans cette salle, ce soir, il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ça, je laisse mon regard balayer les rangées, même si je ne distingue que des silhouettes. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas un raté. Tu es juste quelqu'un qui ressent fort dans un monde qui va vite. Et tu as le droit d'avoir de l'aide. Tu as le droit de dire « je n'y arrive plus ». Je prends une inspiration plus profonde. Moi, j'ai mis longtemps à le dire, trop longtemps. Je sens ma voix se voiler légèrement. Je ne la cache pas. Ce soir, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Je n'ai pas le temps. Et ce n'est pas un cabinet de psychologue ici.
Quelques sourires soulagent un peu la tension. Mais je vais faire une chose. Je vais refaire ce fameux solo, celui qu'on a coupé. Sauf que cette fois, si la musique s'arrête, je continue. Je fais signe au régisseur. La musique démarre. Une première phrase, douce, reconnaissable pour certains. Mon corps bouge, retrouve le chemin appris pendant les répétitions. Et à un moment précis, au milieu de la choré, je lève la main, stop! La musique s'interrompt net. Le théâtre entier se fige. Je suis seul, au milieu du plateau, dans un silence presque identique à celui d'il y a des années. Sauf que cette fois, ce n'est pas une erreur. C'est moi qui ai appuyé sur la coupure. Je ressens un pincement de vertige, comme si je rejouais une cascade sans filet. Je pense au papier dans ma poche, à la phrase d'Élie. Si un soir tu oublies pourquoi tu montes sur scène, pense à nous qui restons parce que tu y montes. Alors je bouge, sans bande-son, sans repère, juste avec ce que j'ai à l'intérieur. Les gestes ne sont plus ceux du spectacle. Ils sont plus bruts, plus simples, presque maladroits parfois. Je ne cherche plus à bien danser, je cherche juste à être vrai. Je laisse mon corps dire ce que les mots entourent de trop de précautions. La fatigue, la peur, les nuits de trop, mais aussi la joie têtue qui revient quand on croit qu'elle ne reviendra plus. Je pense à l'enfant au faux micro dans le couloir, à l'ado de 14 ans qui s'effondre dans le grenier, au jeune adulte qui court d'une scène à l'autre sans savoir pourquoi, à l'homme que je suis ce soir. Tous sur le plateau en même temps. Je ne sais pas combien de temps ça dure. J'ai l'impression que le monde s'est réduit à cette lumière, à ces planches, à ce souffle. Quand enfin je m'arrête, je suis à genoux au centre du cercle. Le silence tient encore un petit instant. Suspendu. Je reprends le micro. Ma voix est rauque. Voilà, ça, c'est moi quand la musique s'arrête. Je cherche mes mots. Si un jour, tu te retrouves dans un endroit où tout te semble trop serré, accroche-toi à ce qui te fait respirer. Une danse, un carnet, un dessin, une personne. Peu importe, mais accroche-toi. Et surtout, ne reste pas seul là-dedans. Je marque une pause. Moi, j'ai mis du temps à apprendre à demander de l'aide, à dire « je ne sais plus comment faire ». Ce soir, je vous le dis, pas pour que vous vous inquiétez, pour que si vous en avez besoin, vous sachiez que vous aussi, vous avez le droit. Je laisse retomber mes épaules. Merci d'être là, vraiment. Je baisse la tête. Pendant une seconde, je me dis que j'ai peut-être tout gâché, que c'était trop sombre pour Noël, trop brut pour un spectacle familial. Et puis, le bruit arrive. D'abord quelques mains, timides, puis d'autres. Et très vite, un applaudissement massif, qui part de plusieurs endroits à la fois, comme si la salle entière avait retenu son souffle et qu'elle le relâchait enfin. Je relève les yeux. Et là, je vois ma mère, debout, les mains sur la bouche, les yeux brillants. Mon père, raide, mais qui applaudit lui aussi, même un peu trop fort. Ma grand-mère, qui sourit doucement, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Je cherche le balcon. Je distingue une silhouette penchée en avant, les mains serrées contre la rambarde. Je ne vois pas le visage d'Élie, et je n'en ai pas besoin. Je sais qu'il a compris. On enchaîne avec la fin du spectacle. Des chansons plus légères, un final lumineux, un salut collectif. Je joue encore le jeu, mais quelque chose est différent. Ce n'est plus exactement le même personnage qui s'incline. Quand le rideau se referme, je reste quelques secondes derrière, la main sur le tissu à respirer. On me tape dans le dos. On me dit « Waouh, puissant, courageux, risqué !» Je réponds à moitié. Une partie de moi est encore sur scène, genoux au sol, sans musique. Je retourne dans la loge. Je ferme la porte.
Je m'adosse au bois. Je sors le papier de ma poche. Je relis la phrase d'Élie. Si un soir tu oublies pourquoi tu montes sur scène, pense à nous qui restons parce que tu y montes. Je m'assieds. Je laisse enfin les larmes que j'ai retenues depuis des mois sortir pour de bon. Je ne sais pas encore ce que je ferai demain. Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour remettre de l'ordre dans ce qui se passe à l'intérieur, pour trouver un rythme qui ne me casse pas. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, je ne me sens plus au bord de disparaître. Je me sens relié à ce garnement sur la photo, à ce jeune homme du balcon, à tous ceux qui, dans la salle, ont serré un peu plus fort la main de quelqu'un en m'écoutant. Et une pensée, très simple, traverse mon esprit. Je ne suis peut-être pas venu ici pour donner un spectacle de Noël. Je suis peut-être venu ici pour oser rester. La suite de l'histoire, elle, se passera hors de la scène, dans des rendez-vous, des conversations, des choix. On frappe à la porte de la loge. « Noé, on peut entrer ?» Je me passe un mouchoir sur le visage comme si ça pouvait effacer les traces. Ça les étale juste un peu plus, mais tant pis. « Oui !» La porte s'ouvre sur mes parents. Ils restent un instant sur le seuil, comme s'ils entraient chez quelqu'un qu'ils connaissent mal. Ma mère a encore ses mains contre sa poitrine, comme dans la salle. Mon père tient son manteau sous le bras, serré trop fort. C'était... commence ma mère. Elle cherche le mot. Je la connais assez pour savoir que bien serait trop petit et génial déplacé. C'était vrai, dit-elle finalement. Ah, je ne m'attendais pas à celui-là. Je baisse les yeux. Mon père s'éclaircit la gorge. Tu aurais pu nous prévenir, lâche-t-il un peu trop brusquement. Nous dire que ça n'allait pas comme ça. Pas ce soir, devant tout le monde. Avant. Il passe une main sur son visage. Il a l'air fatigué, d'un coup plus vieux que tout à l'heure. Je croyais que tu savais. Un silence. Il secoue la tête. On savait que c'était difficile, que c'était exigeant. On s'est dit c'est le métier, il faut encaisser. Il se rapproche d'un pas. Mais on n'a pas vu que ça t'abîmait comme ça. Sa voix se casse sur la fin de la phrase. Ça le surprend lui-même. Ma mère s'assied sur la petite chaise près du miroir. Quand tu étais petit et que tu dansais dans le salon, dit-elle doucement, j'avais peur que tu te cognes partout. Elle esquisse un sourire fragile. Je crois que j'ai gardé cette peur-là, que la vie te cogne trop fort. Alors j'ai voulu te pousser vers des murs solides. Elle marque une pause. Je n'ai pas compris que le seul endroit où tu te blessais vraiment, c'était quand tu essayais de ne plus bouger. Je ne sais pas quoi répondre. Je sens quelque chose s'alléger sans disparaître. On ne sait pas comment t'aider, avoue-t-elle. On n'a pas les bons mots, pas les bons réflexes. Mais si tu as besoin... Elle lève les mains comme pour s'avouer vaincue. On est là, même si on met du temps à tout saisir. Je respire un peu plus profondément. Je vais demander de l'aide. Pour de vrai. Pas juste tenir. Je les regarde tous les deux. Je voulais que vous l'entendiez aussi. Mon père hoche la tête. Il ne sait pas trop quoi faire de ses bras. Il finit par s'approcher et poser une main sur ma nuque, un geste maladroit, mais bouleversant. On préférera toujours un fils vivant à un fils brillant, dit-il. Ça pourrait sonner comme une phrase toute faite. Elle ne sonne pas comme ça, dans sa bouche. On reste là quelques secondes, tous les trois, sans rien ajouter. Parfois, il n'y a plus rien à expliquer. La porte s'entr'ouvre à nouveau.
Je peux. La tête de ma grand-mère apparaît entre mes parents. On faisait la file, plaisante-t-elle. J'attends mon tour depuis 10 minutes. Elle s'avance, contourne mon père. Tu avais promis de ne pas laisser les autres décider que tu étais trop, murmure-t-elle à l'oreille. Elle se recule un peu, me regarde. Ce soir, pour la première fois, j'ai eu l'impression que tu croyais en toi. Enfin. Je souris, malgré les larmes. Je ne suis pas sûr d'y être déjà, mais j'y viens. Elle se retourne vers mes parents. Bon, on le laisse respirer, notre artiste, humain. Elle insiste sur le humain. Ils sortent tous les trois, me laissant à nouveau seul. Pas tout à fait pourtant. La loge garde leur présence. Je traverse le couloir pour rejoindre le hall. On a ouvert les portes. Les gens sortent, parlent, se rhabillent, se disent « Joyeux Noël » en enfilant leurs manteaux. Je reconnais des visages, des anciens profs, des parents, des camarades d'école. Certains m'adressent un signe de tête, pudique, d'autres viennent me serrer la main, me dire « Merci »,« Courage »,« Tu as bien fait ». Les mots tournent, se superposent. J'aperçois près de l'escalier qui mène au balcon une silhouette que je cherche. Élie. Il tient son carnet contre lui, comme tout à l'heure. Quand il me voit, il descend 3 marches d'un coup, puis ralentit, soudain timide. Je lui demande « Alors ?» Il souffle, cherche, renonce. J'avais écrit un texte avant de venir pour te dire ce que je ressentais, dit-il en tapotant son carnet. Après ce que tu as fait, je crois qu'il est trop petit. Je souris. Oh, on ne mesure pas les textes à leur taille. Il secoue la tête. Quand tu as coupé la musique, là, tout à l'heure, il s'interrompt, avale sa salive. J'ai cru que tu allais arrêter, que tu allais t'excuser. Il me regarde droit dans les yeux. Et tu as continué. Avec rien. Juste toi. Sa voix se voile. Ça m'a fait du bien et peur en même temps. Je me suis dit, s'il peut faire ça devant tout le monde, je peux peut-être dire à quelqu'un que vraiment, ça ne va pas. Je sens ma gorge se serrer. À quelqu'un ? Oui. Il baisse légèrement la voix. Je crois que je vais dire à ma mère que je veux voir quelqu'un. Un vrai psy, pas juste une fois. Pas pour qu'on me dise que c'est la puberté, pour qu'on m'aide à ranger tout ce bazar-là. Il désigne sa tête. Tu crois qu'elle comprendra ? Demande-t-il. Je pourrais lui promettre que oui, mais je ne le fais pas. Peut-être pas tout de suite, mais tu n'as pas besoin qu'elle comprenne tout pour avoir le droit de dire « j'ai besoin d'aide ». Ce n'est pas un caprice. Il inspire profondément. Je lui demande « Tu as peur ?» Ouais. Moi aussi. Je marque une pause. La peur ne veut pas dire qu'on se trompe. Elle veut juste dire qu'on est vivant. Il sourit un peu. Tu sais, quand tu parlais tout à l'heure, il cherche ses mots. J'ai senti un truc bizarre. Un truc du genre, je me sens moins seul dans le noir. C'est déjà beaucoup. Je hoche la tête, ça résonne fort. Merci d'être venu, Élie. Et c'est ma voix qui tremble cette fois. Merci d'être resté, répond-il. Il pose son carnet une seconde contre son front, comme un salut étrange. Puis il remonte l'escalier, rejoindre son ongle qui l'attend en haut. Je le regarde s'éloigner. Nous qui restons. Je crois que je commence à comprendre. Plus tard, la salle se vide, le hall se vide, le théâtre retombe dans ce calme étrange, des bâtiments qui n'existent qu'à moitié quand ils sont vides. Je pourrais rentrer avec les autres, aller boire un verre, continuer la soirée comme une belle première réussie. Je n'en ai pas envie. Je demande la clé au régisseur.
Tu ne vas pas voler un projecteur au moins, plaisante-t-il. Promis, juste 5 minutes. Je reviens sur scène, sans musique, sans micro. La salle est plongée dans une pénombre douce. On devine les rangées des sièges, les balcons, les garde-corps dorés. Je m'avance jusqu'au centre, là où tombait le projecteur. Je ferme les yeux. Je repense à tout ce qui se tient dans ce rectangle de bois. Le gamin au faux micro, l'ado qu'on coupe, le jeune adulte en fuite, l'homme de ce soir qui choisit de parler. Je murmure, je ne sais pas ce que je ferai l'an prochain. Je ne sais pas combien de spectacles je jouerai encore, ni combien de fois j'aurai envie de tout plaquer. Je laisse ces phrases flotter dans le vide. Mais je sais une chose. Je n'ai plus envie que ma vie s'arrête là, entre 2 dates de tournée. Je pose la main à plat sur le sol de la scène. Je veux rester, et pour ça, je vais avoir besoin de monde, de pros, de proches, de gens qui me disent « Tu as le droit de t'arrêter ». Ça fait bizarre d'annoncer ça à voix haute à un théâtre vide, mais ça ressemble plus, là, à un pacte. Je descends du plateau. Dans le couloir, je m'arrête devant la photo. Le gamin au micro en plastique me fixe, toujours figé, dans ce demi-sourire maladroit. « Merci d'avoir insisté », je lui dis. « Merci de ne pas avoir lâché. » Je n'ai plus l'impression qu'il va descendre de son cadre pour prendre toute la place. Je le vois plutôt comme quelqu'un qui me tend la main. Je sors mon téléphone. Je scrolle dans mes contacts jusqu'au nom que je reporte de page en page depuis des mois sans jamais appeler. Le numéro d'un thérapeute recommandé par un collègue. Si un jour tu sens que tu vas trop loin, appelle-le. Mon cœur accélère. C'est absurde. J'ai l'habitude de monter sur scène devant des centaines de personnes et la chose qui me donne le plus le vertige, ce soir, c'est d'appuyer sur « appeler ». Je le fais quand même. Ça sonne. 1 fois. 2 fois. Bonjour, je raccroche avant même qu'il termine sa phrase. Je souffle. Je secoue la tête. D'accord, disons demain. Je souris tout seul. Mais demain? Vraiment? Je renvoie un message cette fois, c'est plus simple à écrire. Bonsoir, je m'appelle Noé. On m'a parlé de vous il y a quelques mois. Je crois que j'ai enfin besoin de venir vous voir. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? J'appuie sur envoyer. Le message part, se perd quelque part dans un réseau invisible. Je me sens un peu ridicule, un peu soulagé aussi, comme un type qui vient de déposer un sac beaucoup trop lourd au pied d'un escalier. En sortant du théâtre, l'air froid me saisit. La place est presque vide. Le kiosque de Noël a baissé ses volets. Ne reste que les guirlandes qui clignotent encore. Je marche jusqu'à la voiture de mes parents. Ma grand-mère m'attend à côté, une écharpe autour du cou. « Alors, monsieur Noël, dit-elle en ajustant mon col, prêt pour la suite ?» Je hausse les épaules. Je ne sais pas ce que sera la suite. « Personne ne le sait, répond-elle. Elle plante ses yeux dans les miens. Mais ce soir, tu as fait un vrai cadeau. Un cadeau qui donne envie de rester vivant. » Je respire profondément. Je regarde la ville, le théâtre derrière moi, la route devant. « On rentre ?» me demande mon père en démarrant. « Oui. » Je m'installe sur le siège arrière, comme quand j'étais enfant. Je cale ma tête contre la vitre, je regarde les lumières défiler. Mon téléphone vibre dans ma poche. Un message. Numéro inconnu. « Bonsoir Noé, merci pour votre mail. On peut se rencontrer la semaine prochaine si vous le souhaitez. Mardi, 14 h? » Je souris. Je tape simplement « Mardi, 14 h. Merci. » Je range le téléphone. Je ferme les yeux. Dans ma tête, il n'y a plus la chambre beige de l'hôtel, ni la scène qui se vide. Il y a un grenier, un théâtre, un balcon, un carnet, un papier plié, des mains qui applaudissent dans le noir pour dire « Reste !» et quelque part, un jeune homme qui écrit peut-être en rentrant chez lui « Ce soir, je ne suis pas parti, je crois que lui non plus. »
Ce n'est plus Noël. Enfin, si, dehors, sûrement. Les vitrines débordent de guirlandes. Les supermarchés diffusent les mêmes chansons qu'il y a 20 ans. Les gens se souhaitent de belles fêtes en se dépêchant. Mais pour moi, ce n'est plus vraiment ça, Noël. Ce soir, c'est juste un mercredi de décembre. On est dans un petit théâtre de quartier, pas très loin de la grande ville où j'habite maintenant. Rien à voir avec le municipal de mon enfance. 150 places, sièges dépareillés, bar au fond qui sent le café et le bois. Sur l'affiche, il y a 2 prénoms, Noé et Élie. Lecture dansée, ceux qui restent. Je souris chaque fois que je lis ce titre. C'est lui qui l'a trouvé. Après ce fameux Noël, au théâtre municipal, les choses ne se sont pas arrangées en un claquement de doigts. J'ai commencé la thérapie. Au début, j'ai parlé trop vite. Ensuite, je n'ai plus su quoi dire. Puis, j'ai appris à laisser des silences entre 2 phrases, à ne pas remplir chaque trou par une blague ou une pirouette. J'ai annulé des dates, j'en ai refusé d'autres. On m'a dit que c'était dommage, que ça cassait la dynamique. Je me suis répondu, en secret, que la seule dynamique que je ne voulais plus casser, c'était la mienne. Il y a eu des jours lumineux, d'autres plus lourds, des matins où je me levais avec cette pensée simple, je suis encore là. Des soirs où j'avais envie de disparaître à nouveau, mais où désormais je savais qui appeler. Pendant ce temps, la vie d'Élie suivait sa propre trajectoire. Quelques jours après le spectacle, il m'a écrit un message court. Je l'ai dit à ma mère. Elle a pleuré, mais elle a appelé un psy. Premier rendez-vous la semaine prochaine. Je suis terrorisé et soulagé. Merci Noé. On a commencé comme ça, par quelques mots de temps en temps, de lui à moi, de moi à lui. Des nouvelles brèves, des « je tiens », des « aujourd'hui ça va moins », des « j'ai rempli 3 pages, j'en ai la main en feu ». Je faisais attention, à la distance, à nos âges, à laisser sa place à sa vie, à sa famille, à ses amis, à ceux qui l'accompagnaient vraiment au quotidien. Puis, il y a eu un silence, un long. Plus de messages pendant des mois. Je me suis inquiété, un peu, beaucoup même. Je me suis retenu d'en faire une histoire dont j'étais le centre. Je me suis dit qu'il avait le droit d'oublier ce théâtre, ce soir, et ce type sur scène qui lui avait parlé une fois. Un soir, 1 an plus tard, une notification est arrivée. Je ne t'ai pas oublié. J'avais besoin de m'occuper de moi sans public. Ça va mieux. Enfin, ça va en vrai, pas juste sur les photos. J'ai commencé un manuscrit. Tu y es un peu. J'espère que ça ne te dérange pas. Je lui ai répondu que non. Évidemment que non. Les années ont continué. On s'est croisés 2, 3 fois, toujours entouré d'autres gens, dans des festivals, des rencontres artistiques. Lui grandissait, sa voix changeait, ses épaules s'élargissaient, son regard se posait un peu plus. Moi, j'apprenais à vivre avec moins de grands écarts entre le plateau et la chambre vide, à faire de la place à des journées où il ne se passait rien et où c'était déjà beaucoup. Le temps a fait son travail. À un moment, quelque part entre ses 26 et ses 27 ans, il m'a envoyé un mail plus long que les autres. Je crois que j'aimerais bien écrire quelque chose avec toi. Pas sur toi, pas sur moi. Sur ce moment où on décide de rester, alors qu'on aurait 1000 raisons de partir. Une lecture, un texte, une danse, je ne sais pas. Quelque chose. Je l'ai relu plusieurs fois. Pas parce que j'hésitais, parce que j'avais peur surtout de dire oui trop vite. Finalement, je lui ai répondu « D'accord, mais on le fait lentement, en prenant soin de nous autant que du texte. » Et c'est comme ça que ce projet est né, lentement, en laissant le temps à lui, à moi. Et c'est quelque part là-dedans,
entre 2 répétitions, 2 cafés, 2 silences qui n'avaient plus besoin d'être remplis, qu'autre chose a commencé à se dessiner. Ce soir, dans la petite loge du théâtre de quartier, je regarde nos 2 noms sur le programme posé sur la table. Je me regarde dans le miroir, un peu plus marqué qu'à 28 ans, mais plus présent. On frappe à la porte. Je n'ai même plus besoin de demander qui c'est. « C'est ouvert !» Ellie entre, un dossier sous le bras, son éternel carnet dans l'autre main. Il n'a plus l'air du jeune homme du balcon. Il a cette allure de l'adulte qui a déjà traversé quelques tempêtes et qui sait qu'il y en aura d'autres, mais qu'il n'est plus le seul sur le bateau. « Tu es prêt ?» me demande-t-il. Je hausse les épaules. Autant que je peux l'être un jour où je vais lire des morceaux de ma tête devant des inconnus. Il sourit. Il pose son carnet sur la table à côté du mien. Je les regarde tous les 2, ouverts au hasard. 2 écritures différentes, 2 manières de mettre du sens sur la page. Et pourtant, quelque chose de commun dans la façon dont les phrases se suspendent, dont les mots cherchent. Je lui demande « Tu as ajouté le texte de la fin ?»« Oui. » Il tapote la dernière page du dossier. Je me suis dit qu'on pouvait terminer là-dessus. Tu es sûr ? Écoute, on n'a pas écrit tout ça pour reculer au dernier moment. Il se tourne vers moi, et puis, on le fait ensemble. Ce ensemble, là, a pris le temps qu'il fallait pour exister. Ni sauveur, ni sauvé. 2 vies qui se sont agrandies l'une à côté de l'autre, sans se confondre. Je pose ma main sur la sienne, juste une seconde. Geste simple, tranquille, évident. On ne fait pas de grands discours, on n'en a plus besoin. La salle se remplit, une lumière douce, 2 chaises, un micro, un peu d'espace pour bouger. On commence par lire des extraits de son manuscrit, des morceaux de mes carnets, des dialogues qu'on a écrits à 2. On parle de ce moment où la nuit semble plus dense que d'habitude, où la tentation de tout arrêter se glisse entre 2 respirations. On danse aussi, un peu, pas de grande chorégraphie, des déplacements, des gestes qui prolongent les phrases, des pas qui dessinent un fil invisible entre nous. À un moment, je lis un passage où je raconte ce théâtre municipal, ce solo coupé, ce Noël-là. Je sens la salle se tendre comme si quelqu'un reconnaissait une histoire déjà entendue. Je lève les yeux. Au 3e rang, une adolescente serre la main de sa mère. Sur le côté, un homme d'une 50aine d'années écoute en appuyant le menton sur ses poings. Plus loin, une étudiante prend des notes dans son téléphone. Je ne sais pas ce qu'ils vivent. Je sais juste qu'ils sont là, qu'ils écoutent. Ellie prend le relais. Il y a quelques années, j'étais assis, tout en haut d'un théâtre. Je m'étais glissé là parce que je ne savais plus quoi faire de ce qui se passait dans ma tête. Il ne me regarde pas. Il regarde la salle. Et ce soir-là, quelqu'un a coupé la musique et a continué sans s'excuser. Un sourire traverse ses lèvres. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai compris que ma différence ne me condamnait pas à disparaître, qu'elle pouvait aussi me relier. Il marque un silence. Depuis, j'ai découvert 2 choses. Qu'on peut demander de l'aide sans être faible et qu'on peut être aimé sans devoir devenir quelqu'un d'autre. Son regard croise le mien une fraction de seconde. Pas assez longtemps pour que ce soit un effet. Juste assez pour que je sente le fil qui nous relie. On termine la lecture. Sur une phrase simple, écrite à 4 mains. On ne sait pas combien de temps on restera sur cette scène qu'est la vie, mais tant qu'on y est, on a décidé d'oser rester nous-mêmes, avec nos trop, nos pas assez, nos détours, et quand c'est possible, de le faire ensemble. Le silence qui suit n'est pas vide, il est plein. Puis viennent les applaudissements, pas tonitruants, mais profonds. Après, dans le hall, les gens viennent nous parler. Certains avec des phrases toutes faites, d'autres avec des yeux qui disent le reste. Une jeune femme s'approche, la voix un peu tremblante. « Merci. Je crois que ce soir,
je vais envoyer un message que je repousse depuis des mois à une personne que j'aime. Un homme nous serre la main. Merci d'avoir mis des mots sur ce que je n'ai jamais su expliquer à mon fils. Une ado attend que tout le monde soit parti pour s'approcher. Est-ce que c'est grave si je ne sais pas encore qui j'aime, ni comment ? Demande-t-elle. Ellie répond avant moi. Non, tu as le temps et le droit de le découvrir à ton rythme. Elle hoche la tête, rassurée d'une manière que les programmes scolaires ne procurent pas. Plus tard, on sort par l'arrière du théâtre. L'air est froid, la nuit claire. On remonte la rue jusqu'à la place. « Tu te rends compte ?» dit Ellie. Il a les mains dans les poches, l'écharpe remontée jusqu'au nez. « De quoi ?»« Si on nous avait montré cette scène, à toi de 14 ans, à moi de 20 ans. » Il s'interrompt, secoue la tête. « On aurait cru à un mauvais film, non ? » Probablement. Je marque une pause. Ou alors, ça nous aurait donné l'envie de tenir jusque-là. On marche un moment, en silence. Je regarde nos pas qui laissent des traces humides sur les pavés. Nos ombres se croisent, se séparent, se retrouvent. Au coin de la rue, il glisse sa main dans la mienne. Ce n'est pas un geste spectaculaire, ni une déclaration, ni un coming out sur une place publique. Juste un lien, chaud, simple, assumé. Un couple passe, 2 femmes main dans la main, en sens inverse. Un gamin les dépasse en courant, sans même les remarquer. Je sens quelque chose se détendre encore un peu plus à l'intérieur. « Tu regrettes ?» me demande Ellie sans me regarder. « Quoi ? D'avoir raconté tout ça, d'être sorti du rôle ?» Je réfléchis. Parfois, ça fait peur. Parce qu'une fois qu'on dit certaines choses, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Je serre un peu plus sa main. Mais je crois que je regretterais plus de ne pas l'avoir fait. Il hoche la tête. Moi aussi. On arrive devant notre immeuble, 2 fenêtres éclairées au 3e étage, 2 marques de vie. On monte l'escalier lentement, une odeur de soupe, de lessive, de poussière chaude. Dans l'appartement, il y a 2 tasses encore tièdes sur la table, 2 carnets ouverts, 2 paires de chaussures abandonnées près de la porte. Je pose mon sac, je retire mon manteau. Ellie s'affale sur le canapé. « Tu te rends compte, murmure-t-il, qu'on vient de faire un spectacle sur le fait de rester et qu'on est restés ensemble ?» Il rit doucement. « Ouais, il y a quelques années, j'aurais trouvé ça trop cliché. Et maintenant ? Maintenant, je trouve ça rassurant. » Je m'assieds à côté de lui. Nos épaules se touchent. On ne parle pas d'avenir en grand. Pas de toujours, pas de jamais. On parle juste de la semaine prochaine, du rendez-vous chez le thérapeute, du texte qu'il veut encore retravailler, du dîner à partager avec ma grand-mère dimanche. Et c'est ça, notre victoire secrète. Avoir transformé des soirs où on voulait partir en soirs où l'on se demande juste ce qu'on va manger. À toi qui écoutes cette histoire, moi, Noé, j'aimerais laisser une dernière image, pas celle d'une scène, ni d'un théâtre, ni d'un solo parfait, mais plutôt celle-ci. Un salon un peu en désordre, des livres partout, des carnets ouverts, 2 personnes assises côte à côte, qui ne savent pas de quoi demain sera fait, mais qui ont décidé de le voir arriver plutôt que d'en écrire la fin trop tôt. Oser sa différence, ce n'est pas forcément monter sur une scène. Parfois, c'est d'abord accepter de rester en vie tel qu'on est, d'aimer qui on aime, de demander de l'aide quand le monde devient trop serré. Et si un soir, la musique se coupe à nouveau, sans prévenir, souviens-toi de ça. On peut toujours continuer à bouger un peu, même sans bande son. Et surtout, on n'est pas obligé de le faire seul. Merci d'avoir écouté cette seconde partie de l'histoire de Noé et d'Ellie. Si vous avez suivi les 2 épisodes,
vous avez sans doute senti que ce récit n'était pas seulement une histoire, mais un miroir tendre, parfois douloureux, parfois lumineux, tendu vers chacun de nous. Et si vous pensez que cette histoire peut servir à quelqu'un, à un de vos proches, partagez-la. Avant de refermer cette aventure, j'aimerais vous laisser avec quelques traces, quelques idées simples inspirées de ce voyage. D'abord, personne ne devrait traverser seul ce qui pèse trop lourd. Parler, demander de l'aide, tendre la main, ce ne sont pas des aveux de faiblesse, mais des actes de courage. S'autoriser à dire « j'ai besoin » peut être le début d'un vrai retour à soi. Ensuite, nos différences ne sont jamais des défauts. Elles demandent parfois du temps pour trouver leur forme, leur espace, leur langage, mais elles finissent toujours par devenir des forces quand on cesse de les étouffer. Troisième chose, il existe pour chacun de nous un geste, un art, un lieu, une personne qui nous aide à respirer. Ce refuge-là mérite d'être préservé, pas juste quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. Et peut-être la plus importante, on peut recommencer à tout âge, à tout moment. Rester vivant pour soi et pas seulement fonctionnel pour les autres, ça s'apprend. Ça ne s'apprend pas d'un coup, ça ne s'apprend pas tout seul. J'espère que dans ces 2 épisodes, quelque chose vous aura touché, rassuré ou donné envie de regarder votre propre histoire avec un peu plus de douceur. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël si vous le célébrez et que vous m'écoutez avant Noël. Et surtout, des moments vrais, simples, tendres, où vous pourrez être exactement qui vous êtes, sans masque et sans performance. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles histoires, de nouvelles explorations, de nouveaux voyages intérieurs, de nouvelles interviews. Prenez soin de vous et surtout, suivez le conseil d'Élie, restez.